Twister est un film d'aventure de Jan de Bont. Il réunit à l'écran Bill Paxton et Helen Hunt. Une équipe de chasseurs de tornades parcourt les grandes plaines américaines. Ils cherchent à déployer un instrument de mesure météorologique expérimental portant le nom de Dorothée. Son principe s'inspire d'un appareil authentique des années 80 appelé Toto. Les noms de Toto et Dorothée sont des références aux personnages principaux du Magicien d'Oz, dont l'adaptation cinématographique la plus célèbre est celle de Victor Fleming en 1938. Franco enseigne la physique de l'atmosphère à l'université et est directeur du laboratoire d'aérologie de Toulouse. Nous l'avons confronté à Twister. L'équipe de traduction, à un moment donné, cherchait des spécialistes du domaine de la météorologie pour traduire un certain nombre de termes techniques dont la traduction n'est pas évidente quand on n'est pas du domaine. Donc finalement, les gens sont arrivés à moi parce que j'avais publié un livre sur les orages à cette période-là. Et donc j'ai aidé à traduire ça. Donc je suis le responsable. À un moment donné, on entend... Bryce, jette un coup d'œil. Les couvercles nuageux se désintègrent. Voilà, le couvercle, c'est le lead, c'est la zone qui empêche le développement initial des orages. On entend ça en troisième voix, donc c'est une participation très modeste. C'est soit l'équipe de chasseurs de tornades, soit les responsables de la prévision, soit la radio, indiquent des caractéristiques, donc tout un tas de signes qui permettent d'envisager l'évolution dangereuse ou pas de la tornade ou de l'orage qui lui donne naissance. Et c'est un bruit de fond, c'est-à-dire que l'intrigue du film n'est pas basée dessus, mais c'est ce qui sert de support à l'intrigue du film. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est fait sérieusement. Moi, je dirais en tant que scientifique, il y a un truc qui m'énerve un peu, c'est quand on a des films pseudo-scientifiques dans lesquels le discours est incohérent. C'est la même chose que si vous êtes policier et que vous regardez un film policier et qu'il y a des fautes de procédure, ça vous énerve. Bon. Et dans le cas de ce film-là, je trouve que ça, c'est bien fait. Ça rend le film agréable. Je veux dire, bon, c'est peut-être pas visible pour un non-spécialiste de la question, mais pour le spécialiste un peu tatillon, c'est un beau travail. Moi, j'étais assez content d'amener ma petite contribution à aider à traduire certains termes. La menace de la tornade existe toujours, et on l'étend officiellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on l'étend maintenant à l'Oklahoma nous dirons tout le comté de l'Oklahoma. Alors en fait, les tornades, il y en a partout dans le monde, pratiquement. Il y en a en France. Il y a la tornade de Hautmont qui a dévasté des communes du nord de la France il y a quelque temps, qui étaient au moins d'intensité aussi forte que celle qu'on voit dans le film, mais qui sont beaucoup plus rares dans notre pays. Alors la région centrale des États-Unis, on a une situation assez particulière dans cette région-là. C'est de l'air chaud et très humide dans les basses couches et de l'air chaud et très sec au-dessus. Et ça, c'est des conditions absolument favorables pour le développement des orages en général, des orages violents, ce que les Américains appellent les severe storms, c'est-à-dire des orages qui vont produire des phénomènes comme de la grêle, des tornades ou une forte activité électrique ou même des pluies intenses. Et je dirais dans la culture américaine du Midwest, les orages figurent parmi un acquis météorologique depuis l'ère des pionniers. Les gens savent qu'il faut quand même faire attention aux orages. Et les populations sont très concernées. C'est-à-dire qu'on apprend aux enfants à l'école maternelle que quand il y a la sirène pour les tornades, on quitte toute activité, on va se réfugier dans le tornado shelter. Et tout bâtiment public dans l'Oklahoma, Kansas, Missouri, etc. doit avoir un abri à tornade dans lequel on peut se réfugier. Et toute maison individuelle doit également avoir une pièce dans laquelle il est possible de se réfugier. Donc ça fait partie de la culture. Et je pense que dans le film, on voit assez bien ça. On voit que les gens sont conscients du risque, tout en ayant une certaine admiration pour ces phénomènes, mais sont bien conscients qu'il ne faut pas jouer avec ça. C'est un risque très sérieux qu'il faut... il faut prendre des précautions, il faut suivre les précautions d'usage. On apprend à le faire, et puis c'est dans l'inné de chaque personne du Midwest. Et on voit d'ailleurs, il y a un film, le film connu, Le Magicien d'Oz, là, on voit au début, il y a une tornade qui apparaît, il y a tout ce phénomène, et c'est d'ailleurs très très bien représenté dans Le Magicien d'Oz. C'est vers 1938 ou 1939, je crois. Donc c'est avant même le développement de la prévision météorologique comme on peut l'avoir, l'importance accordée au suivi du temps dans les télés américaines. Là, c'était l'époque de la radio, du cinéma et puis de la vie de la campagne.
Et là, les phénomènes apparaissent très nettement. Ça y est, professeur, tiens bon, je crois que je l'ai réparé. Enfin presque, tiens bon. Ça y est, ça y est. Putain de merde, ce truc ne sert à rien. Désolé. Attends, bête sœur. Dans les années 70, l'université d'Oklahoma, l'école de météorologie de l'université d'Oklahoma, en collaboration avec d'autres agences américaines, a monté un projet d'envergure qui s'appelait le Tornado Project, qui consistait à rassembler le plus d'informations possible. Alors, ils avaient eux-mêmes des équipes chargées d'aller suivre les tornades et de faire des mesures météo au voisinage des tornades, et puis ils ont fait appel également à des volontaires pour compléter un peu leur dispositif expérimental. Et donc ces équipes partaient avec des 4x4 sur les routes un petit peu boueuses de l'Oklahoma, voire à travers champs. Alors les routes de l'Oklahoma, c'est plutôt des pistes des fois, parce que c'est une région très agricole. C'est extrêmement plat l'Oklahoma, donc toutes les routes sont à angle droit. Vous pouvez conduire pendant 50 km sans voir un seul virage. Et on imagine que ces conditions de chasse aux tornades par rapport à un événement assez dangereux quand même, devait faire monter l'adrénaline et devait susciter pas mal de vocations. Et depuis les années 80, chaque saison des tornades, dès qu'une possibilité d'événement de ce type est annoncée, on voit passer à travers les petites routes de l'Oklahoma des équipes comme ça, essayant de suivre l'événement. La plupart, c'est pour prendre des photos. Alors, si vous allez sur Internet, vous verrez, il y a beaucoup de sites avec des photos très impressionnantes, comme ça, qui ont été prises à proximité. Ça, je dirais, c'est le côté sympathique. Le côté un petit peu moins sympathique, c'est que quand vous avez des dizaines de véhicules lancés à près de 100 km/h sur des routes non goudronnées, tournant à l'improviste pour aller suivre une tornade, c'est un petit peu dangereux. Et en fait, je dirais la plaisanterie, mais ce n'est pas vraiment une plaisanterie qui circule dans les milieux professionnels, c'est de dire qu'il y a eu plus de morts avec les accidents de la route dus aux chasseurs de tornades se rentrant les uns dans les autres que de morts dus aux tornades, parce que c'est un peu un environnement un peu hystérique et pas très bien contrôlé. C'est bon, donne-moi une lecture. Ok, patronne, t'emballes pas comme ça. De quel endroit tu la veux, Joe? On dirait que la ligne sèche est bloquée. Alors fais-moi un scan ouest-nord-ouest, cherche un tourbillon dans les couches moyennes et augmente le PRS. Je dirais ce qui est un peu bizarre, c'est le statut de ces équipes de chasseurs de tornades. Franchement, j'ai pas bien compris si c'était des amateurs ou des professionnels. Alors, amateur, on peut être un amateur très éclairé et en connaître autant qu'un professionnel, mais la différence, c'est qu'un amateur fait en gros ça sur ses propres deniers, alors que le professionnel dépend d'une agence ou d'une université et est payé pour faire ce genre de choses. Eux vont recueillir des données, des informations qui vont être utilisées. Alors, dans le film, on dit on recueille des données, les données de Dorothée sont recueillies, mais je dirais que pour les professionnels, c'est là où le travail intéressant commence. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a recueilli les données, il faut essayer de faire ce pour quoi on est payé, c'est-à-dire fournir des éléments de compréhension des processus qui permettront d'améliorer la prévision et de pouvoir faire des alertes plus tôt. Alors, c'est dit un petit peu dans le film, mais ça colle pas vraiment. On comprend bien qu'un film grand public n'a pas pour vocation de raconter la vie d'un chercheur de l'université de l'Oklahoma ou d'un prévisionniste du NSSL, mais je dirais quelqu'un qui n'est pas formé verra ce film et aura l'impression que le scientifique passe son temps sur les routes à aller chasser la tornade. Bon, on peut effectivement faire ça pour des durées limitées, c'est-à-dire une campagne qui va durer peut-être 3 mois tous les 3 ou 5 ans, mais le reste du temps, c'est du travail de laboratoire, c'est du travail sur ordinateur essentiellement. Un élément central de l'intrigue du film, c'est aller déposer un instrument qui s'appelle soit Dorothée pour les gentils chasseurs de tornades ou DOT 3 pour les méchants chasseurs de tornades, de façon à ce que des petites sondes s'envolent avec la tornade. Bon, ça, je dirais, c'est une bonne idée des années 70 parce que on pensait que c'était probablement la meilleure façon de mesurer ce qui se passe à l'intérieur d'une tornade ou de tout autre élément, c'est de faire des mesures qu'on appelle in situ, c'est-à-dire dans le phénomène. Nous n'avons aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur parce que personne n'a jamais eu la possibilité de prendre des mesures scientifiques à l'intérieur de la colonne. C'est ce que va faire cet appareil. Alors,
de façon logistique, c'est un petit peu difficile, comme le montre le film. C'est pas évident d'aller déposer un truc devant une tornade. Alors la difficulté, c'est qu'au sol, il faut avoir une structure qui résiste à des vents de 300-400 km/h. Donc il faut avoir un appareil suffisamment blindé. C'est pas forcément évident. Et puis si on veut vraiment un instrument très performant et qui résiste bien, ça coûte extrêmement cher. Et là non plus, on n'a pas forcément les moyens. Il faut réfléchir à est-ce qu'à coût identique, il n'y a pas d'autres moyens plus pertinents de mesure. Et puis en altitude, la question c'est comment est-ce qu'on fait des mesures en altitude. Alors là dans le film, il présente ça en disant On va le faire remonter au centre de la tornade, il va s'ouvrir et libérer des centaines de ces détecteurs qui vont mesurer simultanément toutes les parties de la tornade. c'est pas franchement évident. C'est très difficile à faire. Il n'y a aucune garantie que ce qu'on met à un endroit donné va se retrouver en l'air. Non, ça va simplement être éparpillé et puis c'est tout. Voilà. Mais c'est effectivement quelque chose qui a été tenté au cours des années 80. Donc, de déposer devant les tornades des moyens de mesure in situ qui vont faire les mesures là. J'ai pas connaissance d'avancées importantes qui aient été faites avec ce genre de choses. Et franchement, maintenant, c'est plus envisagé. Si vous voulez, la préoccupation, c'était quelle est la vitesse du vent dans une tornade. Alors, on peut estimer la vitesse du vent à partir des dégâts. On peut dire si, par exemple, un mur en béton s'écroule, c'est que le vent doit être à telle vitesse. Si une planche de bois est figée dans un mur en briques, c'est que la planche allait à telle vitesse. Mais ça, c'est des estimations indirectes. Et en termes de mesure, rien ne vaut la mesure réelle. Alors la préoccupation, c'était également pour définir des normes de construction. C'est-à-dire, dans une région où il y a des tornades, il faut définir des normes qui fassent, en particulier sur les abris contre les tornades. Et ces normes ne peuvent être faites que si on connaît bien la statistique des vents. Donc il était important de savoir quelle était la répartition des vents. Et donc l'idée, ça a été de dire, mettons des capteurs sur place. Et donc c'est le projet Toto qui a été, alors c'est, je ne sais plus ce que ça voulait dire, mais c'est en gros instrument portable et transportable pour les tornades. Donc c'est à peu près le même genre de choses que Dorothée, c'est quelque chose d'insuffisamment lourd pour pouvoir rester au sol pendant une tornade, mais le but c'était de faire des mesures du vent au sol. Il y a eu quelques mesures qui ont été faites, mais je n'ai pas connaissance de mesures qui aient vraiment caractérisé l'ensemble de la tornade. Mais ça a quand même permis de faire des mesures et de voir que le vent pouvait dépasser les 300 km/h, voire 400 km/h. Et en fait, il vaut mieux avoir des moyens de télédétection. Alors la télédétection qui est utilisée, c'est de la mesure radar. C'est-à-dire qu'on prend un petit radar du même type que les radars que les gendarmes déploient au bord des autoroutes pour mesurer la vitesse des voitures. Là, c'est pour mesurer la vitesse des objets qui tournent dans la tornade. Alors l'intérêt de ça, c'est qu'avec un radar, on couvre mieux l'intégralité de la tornade. Et on a plus d'informations finalement qu'avec ces petits capteurs. Et c'est beaucoup plus facile parce qu'il suffit de se mettre à 500 mètres d'une tornade, de faire les mesures, et on court moins de risques et on est sûr d'avoir des données. Si nous savions comment fonctionne une tornade, nous pourrions créer un bon système d'alerte. Mais il n'y a pas déjà des systèmes d'alerte? La défense Ils ne sont civile... pas assez efficaces, il n'y a rien de vraiment efficace. Ouais, c'est Pour vrai. l'instant, c'est à 3 minutes. Et si nous pouvions avoir ces nouvelles informations, nous pourrions faire passer le délai d'avertissement à 15 minutes. Ça permettrait aux gens de se mettre à l'abri. Si j'ai des mesures plus précises de l'intérieur de la tornade, je vais mieux connaître le phénomène et donc je vais pouvoir mieux le représenter dans un modèle qui va me faire une prévision. Bon. Mais la question après, c'est est-ce que mon modèle de prévision, il va mettre la tornade exactement là où elle est, ou est-ce qu'il va, s'il la met 2 km à côté, ça ne va pas être terrible, ou s'il la met 10 minutes avant ou 10 minutes après, ça ne va pas être non plus intéressant. Donc un modèle de prévision, il faut qu'il ait une bonne physique, c'est-à-dire qu'il représente bien les phénomènes, mais il faut qu'il soit aussi contrôlé par des observations. Donc, la façon la plus efficace qu'on aurait d'améliorer la prévision des tornades, c'est de faire ces mesures effectivement, de les transmettre à un centre météorologique, de faire ingérer ces données par le modèle, on appelle ça l'assimilation. Alors c'est des procédures qui existent, qui en fait forcent le modèle à être le plus près possible des observations. Donc c'est des systèmes d'équations mathématiques qui font ça. La seule difficulté, c'est que c'est très lourd en termes de temps calcul. Ça demande beaucoup de ressources informatiques.
Et malheureusement, actuellement, on ne serait pas capable de faire ce genre de choses en temps réel. L'assimilation de données par les modèles numériques qui font la prévision du temps, ça existe, mais ça existe à des échelles de temps de quelques heures ou quelques jours, mais pas quelques minutes comme on voit là. Quelques minutes, ça supposerait des moyens calculs dont on disposera peut-être dans 10 ou 20 ans. Mais actuellement, on ne sait pas le faire. Au fait, je crois que la tempête va être plus forte qu'on l'avait prévu. On nous signale des mésocyclones de Grand County jusqu'à Logan. Tu partages tes informations avec moi? Bon, les termes techniques sont bien utilisés. Un mésocyclone, ça veut dire que l'orage a un mouvement de rotation apparent. C'est-à-dire que soit visuellement, soit sur les images radar, on voit que l'orage tourne. Alors il ne tourne pas très vite, hein, il fait un tour sur lui-même en quelques dizaines de minutes, mais c'est le signe qu'il existe un mouvement tourbillonnaire déjà. Donc ce mouvement tourbillonnaire va ensuite être concentré par différents processus pour donner naissance à la tornade. Et puis il cite aussi la recherche de... Charles, j'ai besoin d'un balayage angulaire sur cette cellule. Je veux trouver un crochet. Tout de suite, chef. Flanders? Alors le crochet, ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit sur les images radar. Les images radar indiquent l'intensité des échos météo, indiquent l'intensité des pluies. Et généralement, les pluies sont les plus fortes là où les courants ascendants sont les plus forts, parce que c'est là où il y a la condensation de l'air humide qui va former des petites gouttes d'eau qui vont elles-mêmes former des gouttes de pluie. Et il se trouve que dans les orages les plus violents, les courants ascendants sont tellement puissants qu'ils éjectent en altitude toutes les gouttes d'eau. Donc les gouttes d'eau n'ont pas le temps de se former. Le courant ascendant envoie l'air humide très haut en altitude, et ensuite ça se forme sur le côté. Donc à partir du moment où un orage très violent, on voit apparaître un minimum d'écho radar au centre. Alors c'est ce qu'on appelle le crochet, parce que quand on fait une coupe verticale, c'est un peu une forme de crochet, comme ça. Et donc ça, c'est une signature caractéristique d'un orage violent. Donc un mésocyclone, un crochet, ça veut dire qu'on a des orages violents, intenses, susceptibles de donner naissance à des tornades. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des tornades à tous les coups, mais déjà en termes de prévision, on peut dire que c'est des événements dangereux. Il peut y avoir des fortes pluies, des rafales, de la grêle, une forte activité électrique et des tornades éventuellement. Bon, ce qui est amusant, c'est qu'on voit le héros prendre de la poussière pour regarder la vitesse, et juste derrière lui, il y a un drapeau qui indique le sens du vent. Alors heureusement, la poussière part dans le sens du drapeau, donc c'est au moins bien fait. Donc ça, c'est très bien. Mais c'est vrai quand même que le corps humain, c'est un excellent instrument de mesure météorologique. On ressent très bien la température, l'humidité, la pression, le vent, etc. Peut-être qu'il perçoit des choses, des éléments, voire... Ce qui est difficile dans la formation des orages, c'est de savoir lequel des petits nuages en train de se développer va effectivement donner un orage. Alors on peut voir des signes, là il semble regarder un nuage d'un air intéressé, alors on peut effectivement dans certains cas voir ça, peut-être qu'il va se développer de façon plus importante, ou il perçoit qu'autour il y a un mouvement de convergence qui amène un peu plus d'air. C'est effectivement possible. La plus grande difficulté quand on fait ça, enfin la météorologie à l'œil nu, c'est qu'on a un champ de vision qui est relativement limité. Parce que la météorologie, en gros un domaine météorologique, c'est un carré de 100 km de côté. Bon. À l'œil nu, vous voyez quoi? Quelques kilomètres autour. Les prévisionnistes qui ont longtemps travaillé sur une région donnée ont aussi leurs recettes, entre guillemets. Dans telle circonstance, si telle chose se passe, alors il va se passer ça. Ça marche parfois, des fois ça ne marche pas. Mais oui, je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas, ça fait partie du... Je vous dis, la météorologie, c'est une science quand même à échelle humaine. Plutôt qu'un sixième sens du héros, il vaudrait mieux dire que son excellente connaissance théorique du phénomène lui a permis de savoir que tel orage était de tel type et donc de se positionner au bon endroit. Alors, mon vieux, quoi de neuf? Ça verdit. Ça verdoie. Tout le monde en selle. Ok, patron. Ça, c'est pas mal, c'est bien vu. C'est effectivement les... Alors, c'est pas forcément au stade de développement d'un orage, mais c'est quelque chose qui est souvent remarqué, c'est quand il y a de la grêle dans un orage, le ciel prend une couleur un peu verdâtre. C'est dû en fait à la réflexion de la lumière dans les particules de glace.
Ça, je crois que c'est assez bien vu. Il faut quand même qu'on puisse entendre les personnages parler entre eux. Mais une caractéristique des tornades qui est très fréquemment rapportée par les témoins, c'est le bruit extrêmement puissant. Les témoins comparent ça avec le bruit d'une locomotive ou le bruit d'un avion au décollage. Et c'est une des choses les plus impressionnantes. Avec la vitesse du vent, mais on entend le son de la tornade avant de la voir. Et ça, c'est la nuit en particulier, puisque on ne voit pas la tornade arriver. Ce bruit, c'est le souffle du vent, le frottement du vent à la surface. Si vous roulez à 130 km/h sur l'autoroute, vous mettez la tête dehors, vous en avez plein les oreilles. Là, c'est pas 130 km/h, mais ça peut être 250, 350, 400 km/h. Donc le bruit est effectivement extrêmement fort. Attention! Bon, ça, c'est effectivement des phénomènes qui se produisent. Quand on dépasse des vents au-delà de vents de 200, 300 km/h, on peut commencer à soulever des choses un peu plus lourdes. Et donc, effectivement, le retournement des véhicules, ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent dans les tornades. Donc, ce qui est certain, en tout cas, ce qui est une bonne leçon à prendre, c'est que quand il y a une tornade ou un événement comme ça, on ne reste pas dans sa voiture et on va s'abriter sous une structure en dur. Et puis s'il n'y a pas de structure en dur, la meilleure position, c'est allongé par terre en se protégeant la tête avec les mains. Et la plupart des accidents, enfin des blessés ou des victimes des tornades, c'est des gens qui sont soit dans des structures qui sont effondrées, une maison, une voiture, un abri pas sûr, ou qui ont été percutés par quand vous êtes percuté par un panneau publicitaire qui vole à 100 km/h, ça fait du dégât. L'important, c'est la surface qui est exposée au vent. Une voiture, le vent peut s'engouffrer dessous et va la soulever par-dessous. C'est ce qui se passe généralement. Quand il y a beaucoup de vent, les voitures se retournent parce que le vent s'engouffre dessous. Cela dit, si vous êtes bien accroché à un poteau et que vous offrez une moindre résistance au vent, vous pouvez ne pas être arraché. Prendre refuge sous une espèce de petit pont sur lequel il y a un tracteur, c'est plutôt une bonne idée, oui, c'est ce qu'il faut faire. Pas s'abriter sous un arbre, c'est pas forcément ni rester dans sa voiture. Elle est passée. Où est mon 4x4 ? En fait, il y a une continuité entre les vents forts de l'orage et la tornade. C'est-à-dire la tornade arrive comme un point culminant d'une augmentation du vent, mais les vents forts peuvent concerner une zone qui fait plusieurs kilomètres de large. Et ailleurs, on peut avoir des vents forts sans tornade. Bon. Mais généralement, une tornade est entourée de vents forts. Et puis, oui, donc autre caractéristique, normalement, on ne devrait plus voir de feuilles aux arbres après le passage de la tornade. On a un peu l'impression, je vous dis, là, que le phénomène est extrêmement localisé. La tornade fait 10 mètres de diamètre, et puis quand on est à 5 mètres au-delà, on risque rien. C'est quelque chose qui revient un peu plusieurs fois dans le film, où on voit cet énorme tuba tourbillonnant avec plein de débris, et puis les personnages sont situés un petit peu plus loin, regardent ça, ont l'air un petit peu effrayés, mais apparemment ne courent pas beaucoup de danger. Bon, dans la réalité, il vaut mieux éviter ce genre de choses, quoi. Julia, vous êtes bouleversée. Vous avez besoin de respirer. Moi aussi, j'ai besoin de respirer. Une vache. Il faut que je vous quitte, Julia. On a des vaches. Bon, mais cela dit, c'est vrai, ça arrive que les tornades puissantes peuvent enlever du bétail. Mais bon, le bétail, il résiste pas trop à ça. C'est-à-dire que là, on voit la vache meugler alors qu'elle est en l'air. À mon avis, elle résiste pas trop et elle est plutôt morte quand elle est en l'air, la vache. Faut pas croire que c'est un voyage tranquille où on va se déplacer dans les airs comme Mary Poppins, hein. Ce qui est dangereux dans une tornade, c'est pas tant la tornade elle-même que ce qu'on appelle le buisson, c'est-à-dire c'est tous les débris qui sont soulevés et qui volent autour. Donc c'est ça qui rend la tornade extrêmement dangereuse, c'est que c'est pas tant le vent qui souffle fort,
que le fait qu'on peut être atteint par des projectiles assez dangereux. Dans la réalité, c'est un petit peu difficile de distinguer, de distinguer comme ça une vache qui vole. Il y aurait tout un tas de débris qui seraient en l'air et parmi ces débris, il y aurait une vache. Donc ce qui est un petit peu amusant, c'est qu'on voit les personnages là discuter, entourés par des débris qui leur passent au-dessus, mais il n'y en a pas un seul qui va les atteindre. Donc bon, c'est du cinéma quand même, hein. Donc il faut quand même être raisonnable. Parce que s'il y a des vaches, il doit y avoir des choses un petit peu plus petites. S'il y a des vaches de, je sais pas, combien ça fait, 600 kg, une vache, il doit y avoir des objets de 100 kg, des objets de 50 kg, de 10 kg, projetés à la même vitesse. Les choses qui volent bien dans les tempêtes, c'est les panneaux publicitaires. Parce que les panneaux publicitaires, ça offre une bonne résistance au vent, une bonne prise au vent, et puis c'est relativement peu dense, et ça, une fois que c'est parti, ça va voler très loin. Les poteaux, les pylônes, les câbles, tout ça, ça s'envole, les tuiles. Alors le milieu d'une tornade, c'est un milieu avec des vents très forts et tout un tas de choses qui volent autour. Donc ça, c'est assez dangereux comme milieu. Donc certaines fois, du bétail qui peut être enlevé ou une personne qui va être soulevée va pouvoir survivre à ça, plus ou moins amoché, mais généralement, il y a suffisamment de chocs avec des projectiles de toutes sortes pour que ça se finisse malheureusement mal. Alors c'est vrai qu'on a retrouvé parfois des choses bizarres. Il y a l'histoire d'un piano qui a été soulevé dans une maison et qui a été retrouvé plusieurs kilomètres plus loin, intact. Voilà, parce qu'il s'est retrouvé qu'à un moment donné, il a été soulevé, il a été transporté. Ça fait partie des choses étonnantes. Il y a des fois des maisons détruites et puis dans un coin, on voit un vase avec des fleurs dedans qui n'ont pas été touchées. Mais dans ces circulations atmosphériques extrêmement violentes, il y a beaucoup de turbulences. Et quand on a beaucoup de turbulences, on peut avoir des zones de calme au milieu de la turbulence. Et ces zones de calme peuvent subsister suffisamment longtemps pour qu'un objet reste tel que, alors qu'autour, il y a un vent déchaîné qui se produit. On ne connaît pas bien ça, les développements turbulents pour des vitesses extrêmement fortes. C'est un domaine assez compliqué. C'est de la mécanique des fluides en général, mais c'est un domaine qui est très compliqué. Et d'autant que dans un environnement naturel, ce n'est pas un écoulement simple, c'est un écoulement sur un obstacle. S'il y a une maison, le vent contourne la maison, est influencé par les obstacles. Donc je dirais on sait reproduire une tornade selon son intensité. Maintenant, la façon dont la tornade interagit avec une structure donnée, une maison, c'est quelque chose de très complexe parce qu'il y a tout un tas de petites structures. Ça, c'est beaucoup plus difficile à faire. Non, c'était une tornade de très bonne taille. Qu'est-ce que c'était? Une F3? Une solide F2. Tu vois, je suis perdue encore une fois. C'est l'échelle Fujita. Elle mesure l'intensité d'une tornade en tenant compte de ce qu'elle avale. Aval. Détruit. Alors initialement, c'est une échelle qui a été faite pour caractériser les tornades et les dégâts qui sont associés. Ensuite, on avait, à partir de mesures qui ont été faites essentiellement par des radars, on a pu faire une correspondance entre l'échelle et les valeurs de vitesse. Alors, F0, c'est un vent de 100 à 150 km/h, F1, c'est 150 à 200, F2, 200, 250, etc. Et on va comme ça jusqu'à F5, c'est au-delà de 400 km/h. Les vents les plus forts qu'on a mesurés dans les tornades étaient, je crois, à 450 km/h. C'est des vents les plus forts mesurés sur Terre. Mais ça concerne des zones relativement petites. Et alors, il y a l'intensité du vent, et après, il y a la structure de la tornade. Les tornades les plus faibles, donc F0, F1, ça se présente comme un tuba relativement lisse. Ça amène des dégâts. Ça peut soulever des tuiles, casser des petites branches, casser des barrières, des choses comme ça. Ensuite, F2, F3, le tuba commence à être un peu plus turbulent. Ce qui se passe en fait, c'est qu'au centre de la circulation de tornade, il y a une instabilité qui se développe et qui va avoir tendance à élargir localement le tuba. Donc il va prendre une structure un peu plus rugueuse, un peu plus turbulente. Et donc là, on commence à avoir des impacts majeurs, c'est-à-dire qu'on peut soulever des structures assez lourdes, emmener des débris qui vont perforer des murs. Et puis F4, F5, la situation est particulière, c'est-à-dire qu'au centre de la tornade, on a un courant descendant,
et qui va rejeter vers l'extérieur le mouvement tourbillonnaire. Et le mouvement tourbillonnaire, il ne peut pas se faire dans un anneau, il va se produire dans des tornades qui vont tourner autour du centre. Donc il y en a parfois 2, 3, 4, 5 comme ça qui vont tourner autour. Et tout ça étant enveloppé dans un nuage de débris. En fait, on voit très rarement les tornades élémentaires à l'intérieur, mais on peut le reconstituer soit par des mesures, soit en analysant les dégâts qui ont été faits. Et c'est celle-là qui cause les plus gros dommages, parce que le vent est d'abord très puissant, ensuite il est tourbillonnant, enfin c'est des tourbillons qui tournent autour d'un tourbillon, donc ça fragilise beaucoup les structures. Et enfin, il y a un nuage de débris extrêmement important avec des choses très lourdes qui peuvent voler. On a vu des vaches tout à l'heure, mais oui, ça peut être des véhicules, des structures de plusieurs centaines de kilos qui peuvent être emmenées comme ça en altitude. Les différentes intensités de tornades se rencontrent aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup d'orages à tornades. Et donc du coup, tous les ans, il y a des tornades d'échelle F5. Ici en France, il y a un collègue du laboratoire d'aérologie qui a fait une étude très documentée à partir d'informations des assurances, des journaux, des mairies, etc. Et il a montré qu'en gros, une tornade F5, il y en a une en France tous les 5 à 10 ans à peu près. Bon, la tornade d'Aumont, c'était une tornade de niveau F5. Une tornade de niveau F4, il y en a une tous les ans à peu près, sur le territoire français. Une F3, une par an et par département. Et puis les F2, F1, il y en a régulièrement qui apparaissent. Voilà. Donc c'est des phénomènes, je vous dis, ils sont sporadiques, c'est-à-dire qu'ils sont... c'est des phénomènes assez rares, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup, enfin ça couvre une toute petite zone de l'orage, et puis ça ne dure pas très longtemps. Et donc il faut avoir la chance ou la malchance d'être au bon endroit. Mais quand on regarde les statistiques de dommages déclarés, par exemple des dommages sur les forêts, des dommages sur les cultures, des dégâts sur des habitations, on est capable de relier ça à des intensités de vent. Une intensité de vent peut être reliée à une intensité d'orage. Et puis si on fait le lien avec la situation météo, on arrive à faire ça. Et donc ce qui veut dire que c'est des phénomènes qui sont très rares en France, mais que ce n'est pas inexistant. Et connaître le comportement à tenir, en particulier, éviter de s'exposer, ça je pense que c'est important, même si c'est un risque mineur par rapport à d'autres, mais bon, pas la peine de s'exposer inutilement.